13h à Dagno et bienvenue sur la télévision interactive du Burkina. À la une de l'actualité de ce jour, ouverture ce matin à Ouagadougou du procès de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Le comité international du mémorial Thomas Sankara a plaidé pour la médiatisation de ce procès. Les détails dans quelques instants. Rentrée politique du parti burkinabé, parti de la Renaissance nationale ce samedi. Le parrain a tenu une conférence publique pour l'occasion et l'actualité relative aux 3 derniers coups d'État en Afrique francophone en 2021 a été évoquée. Municipal 2022 au Burkina Faso, le fichier électoral sera révisé entre novembre et janvier prochain, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante ce week-end lors d'une rencontre avec les partis politiques et les associations de la société civile. Je me réjouis de vous partager les nouvelles cette semaine en session demi-journée. Merci pour votre aimable attention. Le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses compagnons s'est ouvert ce matin à Ouagadougou par le tribunal militaire. 34 ans après les faits, ce procès jugé historique est miraculeux, selon le comité international du mémorial Thomas Sankara, qui a exprimé ses attentes et doléances dont la justice et la médiatisation de ce procès pour les Burkinabés. Fatima Tanikiema vous en dit plus. Après 34 ans d'attente, le procès du capitaine Thomas Sankara et ses compagnons s'ouvre le 11 octobre à Ouagadougou. Une lueur d'espoir pour les familles des victimes et les défenseurs de l'idéal sankariste d'obtenir enfin justice. Selon le secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara, Luc Damiba, ce procès se présente comme un miracle. Le miracle est arrivé et le procès a été annoncé pour le 11 et ce n'est qu'un ouf de soulagement. Enfin, c'est pour ça que vous voyez dans nos affiches le mot « enfin un procès ». Mais c'est aussi pour nous une leçon historique parce que dans l'histoire des pays et des nations, 34 ans après, on peut juger encore une affaire de crime. Et cette pédagogie doit inspirer d'autres pays. Que le Burkina, la justice burkinabé, qui est très très crédible, a pu le faire. Et pour marquer d'une pierre blanche l'ouverture de ce procès historique, le secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara appelle à la mobilisation du public pendant le procès. L'objectif, selon lui, est de soutenir les familles des victimes. Toutes les victimes, nous devons aller les soutenir, parce qu'ils sont nombreux. Souvent, on parle du 15 octobre, mais il y en a qui sont morts après. Il y a eu le drame de Koudougou, le massacre de Koudougou. Il y a eu Bobo Dioulasso. Dans la foulée du coup d'État de 87, les 13 victimes annoncées le 15 octobre ne sont pas seules. Il y a eu bien d'autres. Et donc, nous pensons que toutes ces victimes-là méritent que justice soit faite pour eux. Et c'est le temps de la justice qui est sonné. Nous sommes très contents de vivre ce temps de la justice-là. Et pour mieux vivre ce temps de la justice, Luc Damiba et ses camarades de lutte comptent adresser une lettre ouverte au procureur du Faso près le tribunal militaire de Ouagadougou. À travers cette lettre, ils veulent plaider pour la diffusion du procès sur les canaux de communication. Le 11, tous les projecteurs du monde entier seront braqués sur Ouagadougou par rapport à ce procès. Donc c'est très très important de rendre public tout ce qui va être discuté, les débats au niveau du procès. Pour nous, ça devait être possible. Nous demandons cela. Et donc la lettre adressée à Madame la procureure, nous attendrons avec impatience la décision qui sera prise, parce que certainement ce serait une décision judiciaire. Puisque selon les textes, elle doit, donc c'est le juge qui va prendre cette décision en concertation avec certainement, donc au niveau du tribunal. Le jour-là, on aura donc une décision. Est-ce qu'on peut enregistrer, filmer, radiodiffuser, oui ou non? Mais nous voulons ça. De ce procès, ils attendent surtout que le droit soit dit et que toute la vérité éclate au grand jour. Selon Luc Damiba, c'est le seul moyen pour les familles des victimes de faire le deuil et organiser des funérailles après 34 ans d'attente et de patience.
Parlons toujours de ce procès historique sur l'assassinat du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Samedi dernier, lors de la conférence de presse de la coalition des leaders associatifs du Burkina, les membres de la collab ont manifesté leur déception quant à l'absence de l'un des inculpés et suspects dans ce procès, à savoir l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. La question sécuritaire était également au cœur de leurs échanges. Le point avec Michael Toukri. Avec cette sortie médiatique, la collab, coalition des leaders associatifs du Burkina, apporte sa part de vérité sur l'actualité nationale. Le 11 octobre prochain s'ouvre le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ce sera sans doute à l'absence du principal accusé Blaise Compaoré. Une décision rappelée par ses avocats dans un communiqué qui qualifie ce procès de politique. La collab qualifie cette sortie de regrettable, tout comme l'absence de celui qui a profité de la mort du père de la révolution, Thomas Sankara. Pour nous, c'est une grande victoire pour le peuple burkinabé qui va enfin savoir la vérité. Mais en même temps, nous sommes déçus, encore une fois, du fait que Blaise Compaoré, qui ne s'est jamais assumé, ne veut toujours pas assumer. Blaise Compaoré est en train de rater un tournant dans l'histoire. Nous sommes désolés si Blaise et ceux qui sont ronflement appelés les exilés politiques ont la chance au gouvernant actuel du Burkina Faso, on ne pourra pas faire cette réconciliation qu'ils demandent. Parce que la réconciliation, selon eux, rime avec impunité. Autre préoccupation à la collab, la dégradation de la question sécurité au Burkina Faso et dans la bande sahélo-sahélienne malgré la présence des forces françaises. Pour les conférenciers, le Burkina Faso doit avoir le courage de diversifier ses partenaires dans la lutte contre les groupes armés. Il y a aujourd'hui la Turquie qui est une puissance militaire émergente. Il y a la Chine qui est une superpuissance militaire. Il y a la Russie qui est une superpuissance militaire. Et quand nous lançons un appel aux autorités de diversifier, de voir partout pour que nous ayons les moyens de faire face au terrorisme, ce n'est une question de renoncement à notre souveraineté. Donc, il est temps aujourd'hui que nous emboîtions les pas du Mali. Nous n'allons pas continuer à constater l'inefficacité des Barkhane et des stratégies, en tout cas que la France nous propose, et fermer les yeux jusqu'à ce que nos États se disloquent. C'est important aujourd'hui, les offres sont multiples, c'est un tournant historique et c'est une affirmation de la souveraineté. La collab, se prononçant sur l'affaire du trafic de carburant, a félicité le procureur du Faso et l'ASELC dans la traque des présumés contrebandiers qui alimentaient le circuit des terroristes en carburant. Le dialogue politique entre la majorité et l'opposition pour la collab est un cas d'école dans la sous-région parce qu'il a permis de rassembler l'opposition et la majorité sur l'essentiel, à savoir l'unité, la défense de la patrie et le développement socio-économique du Burkina Faso. Nous reviendrons avec de plus amples informations sur ce procès historique dans nos prochaines éditions. Le parti politique burkinabé, parti de la Renaissance nationale par an, a effectué sa rentrée politique samedi dernier à Ouagadougou, rencontre au cours de laquelle la question des derniers coups d'État en Afrique francophone a été relancée au travers d'une conférence publique. Selon le parent, il serait plus judicieux pour les démocraties africaines d'emprunter des démarches mieux convenables que les coups d'État pour gérer les politiques en Afrique. Michael Toukri pour les précisions. Quelle qu'en soit sa nature, salutaire ou pas, le parent, parti de la Renaissance nationale, est contre les coups d'État. Abdoul Karim Sango a rappelé cette position du parti à sa rentrée politique. En 2021, selon le parent, l'Afrique francophone a enregistré 3 coups d'État, le Mali, le Tchad et le dernier, celui de la Guinée-Conakry. À cette rentrée politique du parti d'Abdoul Karim Sango, la réflexion est portée sur le retour des coups d'État, les causes, les conséquences et les solutions. Le coup d'État peut paraître une réponse, mais nous estimons que le coup d'État est une mauvaise réponse qui est portée certainement à un vrai problème, qui est le problème de la qualité de la gouvernance en Afrique. De ce point de vue, nous souhaitons que les interruptions des processus démocratiques prennent fin, puisque l'Afrique, jusqu'autour de 90, baignait dans le climat des coups d'État. Pour faire face à ce retour des coups d'État sur le continent africain, avec l'intrusion de l'armée au sommet de l'État,
Le parent estime qu'il faut une gouvernance vertueuse et qui apporte des solutions aux préoccupations des populations. Il faut aussi trouver une solution définitive à la question des troisièmes mandats et instaurer dans les États des processus électoraux transparents. Il faut avoir des processus électoraux transparents. Vous êtes tous des témoins de la comédie électorale qui se vit sur le continent. Sortons de cela. Que le peuple, il n'y ait pas une violation de son droit au suffrage. Vous savez même que l'achat des consciences, mais c'est une violation de la conscience citoyenne du peuple. Il faut arrêter toutes ces histoires. Il faut que le dispositif institutionnel fasse qu'aucun parti, quelle que soit sa force, ne puisse détenir à lui seul plus de 50% des places dans les institutions. Pour le président du parent, parti de la Renaissance nationale, au regard de la situation sociopolitique qui se dégrade sur le continent africain, l'Union africaine et la CEDEAO ont perdu toute crédibilité aux yeux des populations. En adoptant des positions opportunistes à géométrie variable sur les cas de coup d'État, plus personne ne croit à ces institutions, déplore Abdul Karim Sango. Nous vous l'annoncions en introduction de cette édition, conformément à la décision du Conseil des ministres. En sa séance du 6 octobre dernier, la Commission électorale nationale indépendante du Burkina procédera à la révision du fichier électoral du 21 novembre prochain au 9 janvier en vue des élections municipales 2022 au Burkina. Pour ce faire, une journée d'échange avec les partis politiques et les organisations de la société civile a été organisée ce samedi par la CENI. Précision avec Abdoulaye Niénié. Le 21 novembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante CENI va enclencher le processus des élections municipales de 2022 à travers la révision exceptionnelle du fichier. Avant cela, les démembrements de la CENI doivent être installés dans les provinces et les communes. Cette rencontre avec la classe politique et la société civile permet à tous les acteurs d'être au même niveau d'information. La rencontre de ce matin avait pour objectif de leur présenter notre chronogramme d'activité, notre programme opérationnel en ce qui concerne la révision du fichier électoral et de pouvoir écouter leurs inquiétudes et voir un peu avec eux, évidemment, comment on aborde un peu les choses. Mais dans les jours à venir, nous avons déjà une première étape importante qui est la mise en place de nos démembrements sur tout le territoire national et pour lesquels ils sont ceux qui sont amenés à désigner les membres des démembrements dans toutes les différentes localités. Donc il était important qu'on rappelle avec eux les conditions et qu'on échange un peu sur les conditions de mise en place de ces démembrements et se projeter également sur le déroulement concret du processus dans les jours à venir. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la CENI d'interpeller les différents acteurs sur leurs responsabilités. Il a rappelé aux partis politiques que faire enregistrer des électeurs hors de leur zone d'habitation est illégal. Le principe est que ce soit votre domicile, le lieu où il y a votre domicile, que vous vous inscrivez. Vous allez dans les emplacements de ces localités, vous pouvez vous inscrire légalement. Le code pénal qui prévoit que justement aller s'inscrire sur une liste où on n'y a pas droit, où on n'a pas droit d'y être, évidemment c'est pénalement répréhensible. Et encore plus si vous organisez des gens pour les amener, pour qu'ils s'inscrivent sur des listes dont vous savez qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Ça, c'est le code pénal qui le prévoit. Et il était de notre devoir de rappeler aux uns et aux autres pour qu'on évite justement, lors du processus à venir, des situations comme ça qui pourraient être désagréables. Notons que cette révision exceptionnelle vise essentiellement à intégrer les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Pour être plus efficace, la CENI dit avoir fait une cartographie du pays en 3 zones, les zones vertes, les zones oranges et les zones rouges, en fonction de la situation sécuritaire. Des mesures spécifiques sont prévues en fonction de chaque zone, rassure Élisée Ouedraogo.
Toujours dans la journée du samedi, les partis d'obédience sankaristes au Burkina, engagés dans le processus de fusion, étaient en assemblée générale. Ils ont exposé les stratégies et enjeux de leur démarche de fusion, à laquelle 5 partis sont déjà engagés, ainsi que des OSC. Cette fusion sera effective au congrès des 30, 31 octobre et 1er novembre prochains, à travers la création de nouveaux partis politiques sankaristes qui prônent les idéaux du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Michael Toukri. À chaque étape dans le processus de fusion des partis sankaristes, la communication avec les militants reste fondamentale. À cette assemblée générale, les forces progressistes et sankaristes veulent être au même niveau d'information. Le processus de fusion, lui, est expliqué aux uns et aux autres avant le congrès des 30, 31 octobre et 1er novembre prochain. Nous ne voulons pas faire une fusion au sommet. Nous avons décidé que le mode opératoire soit celui de donner à nos structures à la base de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apprécier ce que les directions des partis politiques et bien sûr des associations de la société civile qui adhèrent à ce processus-là pensent. Donc notre Assemblée générale est une Assemblée générale d'information, mais aussi recueillir les avis, les suggestions, les recommandations des militants pour préparer notre congrès. À travers cette fusion, va rappeler Maître Benewene Stanislas Sankara, c'est une prise de conscience entre les partis progressistes avec en ligne de mire un changement qualitatif dans la gouvernance. Désormais en marche commune avec plusieurs partis politiques et organisations de la société civile sankariste et progressiste, va insister le président de l'UNIPS, il n'y aura pas de place à la contradiction inutile. Il faut s'unir pour faire face ensemble aux défis que connaît le Burkina Faso. Les militants à la base n'attendaient que ça. Vous savez, le mouvement sankariste souffre trop de division et de scisparité. Le sankarisme, c'est quand nous allons pouvoir proposer au peuple burkinabé un vrai programme, un vrai projet de société alternatif. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. À la date du 9 octobre, 5 partis politiques et des organisations de la société civile sankaristes sont engagés dans le processus de fusion. Le nom du parti, lui, sera connu lors du prochain congrès de fusion. Commémoration de la journée mondiale du lionisme au Burkina. Samedi dernier, le Lions Club international du district 403A3 a exprimé sa solidarité à l'endroit des personnes vulnérables lors de cette célébration placée sous le thème « Zéro paludisme infantile, les lions s'engagent ». Pour l'occasion, plusieurs membres des Lions Club district 403A3 étaient réunis à la place de la nation de Ouagadougou et ils ont fait don de diverses natures. Les détails avec Mami Triana Kamabou. En cette journée consacrée à la solidarité, les Lions du district 403A3 ont décidé d'accompagner le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme infantile. À travers cet acte, les membres de Lions s'engagent à mener des actions dans le cadre de la prévention contre le paludisme. Des campagnes d'information et de sensibilisation ainsi que la promotion de l'assainissement seront faites. Nous avons décidé de soutenir notre ministère de la Santé pour lutter contre le paludisme en créant des causes nationales, dont le paludisme est notre première cause nationale. Nous allons nous associer aux objectifs du ministère, au programme du ministère, pour les accompagner de façon efficace à ce que l'ambition de zéro paludisme infantile soit une réalité. Le Burkina Faso s'est engagé à éliminer le paludisme d'ici à fin 2030. Pour atteindre cet objectif, les différentes stratégies ont été mises en place par le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers, à savoir l'OMS. L'engagement et la détermination de Lions Club international à vaincre cette pathologie ont été donc salués par le ministre de la Santé et la représentante de l'OMS au Burkina Faso. Je crois que les efforts seront facilités non seulement avec la venue de ce vaccin qui est très prometteur, mais le vaccin n'est pas tout. Il y a encore ces actions, ces mesures qu'on connaît qui ont fait leurs preuves, qui continuent à faire leurs preuves. Et le Lions Club peut s'investir davantage à mettre à la disposition des communautés ces mesures éprouvées.
L'engagement Lyon nous donne beaucoup de satisfaction. Ça nous montre que nous ne sommes pas seuls dans le combat et que nous avons des organisations non gouvernementales internationales qui nous apportent un soutien estimable pour nous permettre de riposter sérieusement contre le paludisme, en particulier le paludisme chez l'enfant. En plus de la lutte contre le paludisme, les Lions Club du district 403A3 ont exprimé leur solidarité à l'endroit de personnes vulnérables. Des dons estimés à plus de 76 millions de francs CFA ont été mobilisés par l'ensemble des clubs services de la ville de Ouagadougou. Nous allons servir autrement en luttant contre la faim, en donnant des vivres et beaucoup d'autres choses. Et tous les dons s'évaluent à plus de 76 millions de francs CFA. Nous allons nous répartir sur différents sites et la distribution de ces dons est organisée par les clubs. Tous ces dons feront l'objet de remises officielles aux bénéficiaires qui sont des populations dans le besoin. L'intérêt étant, à travers ce geste, de susciter auprès du grand public le même élan de solidarité et d'entraide mutuelle, a laissé entendre Mohamed Compaoré, gouverneur du district 403A3. Du 8 au 15 octobre se tient la commémoration du 20e anniversaire du Fonds mondial au Burkina Faso pour le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Pour l'occasion, les acteurs de la société civile ont tenu une conférence de presse vendredi dernier pour en dire davantage sur cette commémoration. 500 milliards de francs CFA ont été injectés par ce fonds depuis 2002 jusqu'à nos jours pour lutter contre ces maladies. Écoutons notre reporter Yacine Saadgo pour plus d'informations. Le Burkina Faso est l'un des pays bénéficiaires des ressources du Fonds mondial pour la lutte contre des maladies comme le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme depuis 2002. Ce partenariat est une approche innovante en matière de financement de la santé au plan international. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est donc l'institution internationale de financement et l'unique partenariat public-privé dévolu à la mobilisation et l'octroi de ressources complémentaires en vue de la prévention et du traitement contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Ce partenariat entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les communautés affectées est une approche innovante en matière de financement de la santé au plan international. En termes de chiffres, le Fonds mondial investit près de 4 milliards de dollars US chaque année pour combattre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Ces subventions ont permis de sauver 38 millions de vies grâce au partenariat du Fonds mondial, mettre 20,1 millions de personnes sous traitement ARV en 2019, mettre sous traitement anti-tuberculeux 5,7 millions de personnes en 2019, distribuer 160 millions de moustiquaires en 2019. Le Fonds mondial investit 4 milliards de dollars US chaque année pour combattre le VIH, la tuberculose et le paludisme et pour garantir à tous un avenir plus sain, plus sûr et plus équitable. Selon le directeur exécutif de l'initiative privée et communautaire, même si l'on constate un progrès considérable de la baisse de ces maladies, il y a toujours un travail à faire. C'est qu'il y a un parallélisme entre la prévalence élevée du VIH dans ces régions-là et le taux d'incidence de la tuberculose. Ces deux cartes-là sont plus ou moins à parier. Les régions qui enregistrent le plus de cas de tuberculose, c'est les régions aussi où on enregistre à quelques différences près une prévalence élevée de VIH, ce qui montre une corrélation justement très forte entre ces deux pathologies. Mais comme j'ai dit, j'insiste et je dis, c'est juste une disparité d'une région à une autre, mais au niveau national, l'infection est présente partout et la moyenne minimale, c'est 0,7%. À cette commémoration des 20 ans du Fonds mondial, le champion olympique Hugues Fabrice Zango a reçu du Sénégal le flambeau pour le Burkina Faso qui, à son tour, le transmettra au Nigeria le 15 octobre prochain. Plusieurs activités sont annoncées pour la commémoration des 2 décennies d'existence du Fonds mondial au Burkina Faso.
Et pour terminer, le professeur Alkassoum Maïga, ministre burkinabé de l'enseignement supérieur, accompagné de maître Benewende Stanislas Sankara, ministre en charge de l'urbanisme, a présidé la sortie de première promotion d'architectes formés entièrement au Burkina Faso par l'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso. Au total, 13 impétrants dont 5 en master et 8 en licence ont achevé leur cursus. Joseph Koudgo pour le compte-rendu. Ces jeunes diplômés qui intègrent désormais la grande famille des architectes ont été entièrement formés au Burkina Faso. Ils sont de la 3e promotion de la licence et la première promotion en master de l'université Aube Nouvelle. Une cérémonie de sortie de promotion présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons pleinement conscience du rôle des architectes dans la construction d'un pays. Et nous avons conscience du fait qu'effectivement, cette offre de formation va nous permettre effectivement d'offrir sur place des possibilités à ceux qui ont les capacités de se former dans un domaine aussi pointu que celui de l'architecture. Le fait d'avoir des gens comme Kini, qui font un excellent travail dans le privé, à travers Aube Nouvelle, nous sommes rassurés de savoir que nos enfants, les enfants du peuple, vont avoir accès à une formation supérieure de qualité. Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ces nouvelles compétences formées par l'université Aube Nouvelle viennent à point nommé. Nous faisons le plaidoyer tous les jours pour que l'État intervienne dans le contrôle en amont et en aval de tout ce qui concerne l'habitat et même les aménagements. Donc vous comprenez que, en tout cas à notre niveau, ils seront les bienvenus. Mais souvent, vu la rareté de l'expertise, beaucoup sont allés au privé, à leur propre compte. Un sentiment de devoir accompli selon le premier responsable de l'université Aube Nouvelle. L'État vous autorise. Il faut donc mesurer le poids sur vos épaules. On n'a pas droit à l'erreur. Et donc il fallait prendre les dispositions nécessaires, tant au niveau des curricula qu'au niveau de l'enseignement même de ces différents cours. Et cela a nécessité que nous fassions appel à l'expertise au niveau international pour renforcer les compétences au niveau national. Et pour évaluer ces étudiants, il faut donc un jury irréprochable. Sur 6 étudiants en master au départ, 5 ont été retenus par le grand jury. Pour eux, le chemin est encore long. Beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire et nous comptons réellement aussi nous mettre aussi à pied d'œuvre à côté de nos aînés. Nous n'allons pas dire que nous sommes architectes accomplis. Nous venons de sortir, il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. Il y a beaucoup à faire. Donc nous allons nous mettre à côté de nos aînés et nous pensons que nous avons aussi quelque chose à apporter pour la nation. Et ce sont ces signatures de convention avec l'Ordre des architectes et le ministère de l'Urbanisme qui ont marqué le clou de la cérémonie de remise de parchemin. Et c'est tout pour les nouvelles de ce 13h. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Restez avec nous sur True TV.